Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à ce débat. Nos caméramans vont filmer les échanges de ce soir pour la rediffusion, donc nous allons vous demander de chuchoter si vous voulez parler entre vous. Nous vous donnerons la parole un peu plus tard si vous avez des questions à poser aux candidats. Nous ferons régulièrement des pauses pour se nourrir et se désaltérer. Madame Gordon, Monsieur Laballe, Monsieur Siegbert et Monsieur Van der Goot, merci d'être là pour ce débat dans le cadre de la campagne électorale. Pour vous expliquer à tous la façon dont va se dérouler la soirée, nous allons tout d'abord demander à un candidat de chaque liste de se présenter et de présenter son colistier. Nous vous poserons ensuite des questions que nous avons préparées pour ensuite donner la parole aux personnes présentes dans l'Assemblée pour que vous puissiez répondre à leurs interrogations. Viendront ensuite les questions que nous avons reçues par mail de la part des personnes qui n'ont pu être présentes ce soir. Et nous finirons par un échange entre chaque liste électorale, 2 questions maximum adressées à la liste adverse, plus une conclusion de votre part afin d'aborder d'éventuels sujets qui n'auraient pas été traités. Nous allons, autant que faire se peut, donner le même temps de parole à chaque liste. Nous allons commencer par la liste numéro 1, Madame Gordon et Monsieur Siegbert. L'un de vous veut-il bien se présenter, présenter son colistier ainsi que son programme dans les grandes lignes? Vous avez 5 minutes. Bonjour. Alors je suis Madame Gordon, ça fait à peu près 1 an que je suis en ville. J'ai été au LSPD. Par manque de temps et d'emploi du temps, j'ai démissionné. Je suis maintenant au taxi. Mon colistier, c'est monsieur Will Gilbert. Il est en ville depuis à peu près 1 mois et demi et il est au taxi. Et en gros, notre programme, c'est améliorer la vie de tout le monde, autant les services publics que les citoyens, les employés des entreprises et les patrons. En gros, c'est ça. Monsieur Laballe, Monsieur Van der Goot, à votre tour, l'un de vous peut-il en 5 minutes maximum faire vos présentations et la présentation de votre programme? Bonjour à tous, merci d'être venus, aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Alors donc, j'espère que vous m'entendez bien. Willy Laballe qui est mon colisteur et qui se présente au poste de gouverneur est arrivé sur l'île ici, au début du mois de juin. Il a travaillé pour, les forces de l'ordre, il a travaillé pour le BE notamment et lors du gouvernement des Marshall, il a été nommé, procureur adjoint par ceux-ci et formé par ceux-ci à ce poste. Il a continué dans ses attributions, sous l'administration Martin Tatouin comment dire? Maintenant il souhaite pouvoir, continuer dans ce chemin-là, pour essayer de faire avancer les choses. En ce qui me concerne, je suis arrivé en ville au mois d'août, au début du mois d'août, au tout début du mois d'août, je pense même le 1er août. J'ai travaillé au Black Cat pendant un peu plus d'un mois ou presque un mois, je crois et ensuite j'ai comment dire? Postulé, sous l'administration Martin Tatouin au poste d'assistant. Heu, de là, j'ai pu, comment dire? Voir le fonctionnement du LSAS de l'intérieur et j'espère que cette expérience me permettra de, si nous venions à être élus, de comment dire? Avoir, autant de meilleure vue d'ensemble sur le fonctionnement du LSAS. En ce qui concerne, notre programme, on a 3 axes principaux. Le premier axe, qui concerne l'accompagnement des citoyens et l'organisation d'événements, dans la ville, avec notamment le meeting des nouveaux arrivants et aussi présentation des entreprises dont vous pouvez trouver le détail dans le programme. Mais avec aussi une attention particulière sur, le fonctionnement des auto-entreprises, la mise en valeur des auto-entreprises, des associations. À ceci, comment dire? On ajouterait donc évidemment, on conserverait les systèmes, qui sont déjà mis en place et qui fonctionnent bien en ce qui concerne les tickets et tout cela. Hem, Par ailleurs, le second axe qui concernerait la communication et le fonctionnement du LSAS. Pour ça, on a une équipe qui est déjà, on prévoit une équipe complète au niveau du LSAS. Donc on a déjà des procureurs adjoints avec qui on a déjà travaillé, qui sont d'excellentes personnes et d'excellents procureurs, et avec qui on souhaite continuer de travailler. On a aussi, l'intention de mettre en place un poste d'enquêteur interne, un poste de chargé de communication et conserver un poste d'assistant. Donc ça, c'est l'équipe complète qu'on souhaite, conserver. Au niveau de la communication, pour nous, ça nous tient beaucoup à cœur de pouvoir améliorer la communication parce qu'on pense que c'est un des axes de progression principaux. Évidemment, ça doit se faire en collaboration avec le Weasel News, avec qui, on a déjà d'excellents contacts. Enfin, oui, je vais conclure avec le dernier axe, qui concerne les services publics et les entreprises privées.
Donc je vais juste mentionner qu'on souhaite, voilà, soutenir de manière plus directe sur le terrain et voilà, ne pas hésiter à se déplacer nous-mêmes pour aller les voir. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Monsieur Laballe, Monsieur Van der Goot, vous parlez de restructuration au sein des bureaux d'enquête des forces de l'ordre. Pouvez-vous, en 2 minutes, nous dire ce qui ne va pas pour vous, dans le fonctionnement actuel et qu'envisagez-vous de changer? Alors actuellement, dans les bureaux d'enquête, on le sait, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ville et beaucoup d'enquêtes qui arrivent aux forces de l'ordre. Il y a un problème qui est des fois que ça n'avance pas ou on n'a pas de possibilité plus rapide de donner des réponses. Il y a des choses que j'ai en idée avec mon collègue. Comme je le dis souvent et pour en avoir déjà discuté avec les forces de l'ordre, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de leur imposer, mais plus une discussion à faire avec eux pour voir comment améliorer la façon de travailler sur les enquêtes et pouvoir donner des réponses plus rapides et plus efficaces aux citoyens. Voilà. Madame Gordon, Monsieur Sigbert, vous parlez d'études de fonctionnement au sein des forces de l'ordre. Même question, qu'est-ce qui éventuellement n'irait pas et qu'envisagez-vous de changer? Alors en fait, la population a reporté plusieurs choses, que ça allait pas avec les forces de l'ordre en général. Et donc je pense sincèrement qu'il faut remettre ça à plat avec les dirigeants des forces de l'ordre et les membres du gouvernement pour améliorer et leur travail à eux et les communications qu'ils ont avec les citoyens. Puisque tout le monde se plaint, mais faut faire quelque chose pour que ça bouge. Et pour ça, il faut faire des réunions et discuter avec eux en interne pour essayer d'améliorer la vie des citoyens. Madame Gordon, Monsieur Sigbert, vous ne parlez pas du tout de la structure au niveau des emplois au sein du LSAS. Est-ce parce que le fonctionnement actuel vous convient ou sinon qu'avez-vous prévu? Alors, concernant le fonctionnement donc, au niveau du LSAS, déjà, il faut noter qu'effectivement, la liste opposée étant déjà, en fonction, ils ont une connaissance, déjà du terrain. Pour nous, on a déjà regardé pour, augmenter peut-être le nombre de procureurs, adjoints. Sinon, le fonctionnement globalement nous a pas paru, à changer. On souhaite donc le conserver, le faire évoluer, excusez-moi. Monsieur Laballe, Monsieur Van der Goot, vous parlez de créer 2 nouveaux postes en plus de ceux déjà existants. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous trouvez ces postes nécessaires? Comment ils vont fonctionner? Et si vous avez réfléchi à la question du budget concernant ces 2 postes? Alors, premièrement, en fait, si on remarque le nombre de personnes qui travaillent au LSS aujourd'hui et le nombre de personnes qui travailleraient au LSS sous notre administration si nous venions à être élus, c'est le même. C'est-à-dire qu'on parle de 2 assistants et 4 procureurs, en principal et 3 adjoints. Donc si on avait 3 procureurs et un enquêteur interne et un chargé de communication et un assistant, le nombre reste le même. Donc en termes de budget, il y a aucun problème. Ensuite, pour être plus précis, en ce qui concerne l'enquêteur interne, en fait, on constate que trop souvent, des plaintes qui sont posées par des citoyens contre des services publics, parce que malheureusement ça arrive, c'est normal, n'aboutissent pas parce que les procureurs, malheureusement, n'ont pas le temps de s'en occuper. Alors, on pense que 3 procureurs, c'est très bien et c'est tout à fait suffisant. Par contre, on est convaincu que pour les enquêtes internes en particulier, il y a besoin d'avoir une personne qui est dédiée à s'en occuper. Et c'est pour ça qu'on veut créer ce poste. Ensuite, en ce qui concerne le chargé de communication, on pense vraiment que la communication dans cet état, c'est un des gros points faibles, quelque chose qu'il faut vraiment améliorer et qui est fondamental. Et on pense que dédier une personne à cette attribution, qui évidemment pourrait aussi accueillir quelqu'un, répondre à la sonnette, répondre à quelques questions, bien sûr, évidemment, mais qui aurait cette responsabilité de devoir s'occuper de la communication, pour nous, c'est vraiment très important et ça pourrait vraiment faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, il aura à charge aussi bien la communication du LSAS que d'aider à ce que les services publics de manière générale, donc forces de l'ordre et EMS, puissent communiquer mieux
notamment avec le Weasel News. Donc cette personne, idéalement, ce serait quelqu'un qui aurait un background qui viendrait du Weasel News peut-être, ou alors qui aurait un background qui lui permettrait de connaître suffisamment de monde et suffisamment de fonctionnement que pour pouvoir faire ça correctement. Voilà si ça répond à la question. Monsieur Laballe, Monsieur Van der Goot, dans votre programme, vous prévoyez beaucoup de meetings et de réunions. Ne pensez-vous pas manquer de temps? Alors le temps, vous savez, c'est quelque chose qu'on s'en donne les moyens, vous voyez? Donc moi, personnellement, si, on a décidé de marquer ce genre de choses et c'est qu'on estime pouvoir avoir le temps de le faire et je pense que la ville en a besoin. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion, de pouvoir se rassembler, de faire potentiellement aussi rencontrer, les nouveaux arrivants avec des potentielles entreprises. Ça nous fait aussi être sur le terrain auprès de vous et pouvoir se rencontrer régulièrement dans un cadre plus sympathique, plus convivial. Voilà, c'est tout. Madame Gordon, Monsieur Sigbert, vous proposez de mettre en place des stages de découverte. Comment souhaitez-vous faire ça? L'avez-vous déjà abordé avec les entreprises? Et est-ce que le quota de 20 employés par entreprise ne posera pas de problème? Donc, en ce qui concerne donc les stages, nous, on partait sur l'idée, donc sur une convention en fait qui serait, décidée entre un salarié et son patron de pouvoir, avec un engagement par mail, se dire un jour, «Je suis dans une entreprise et j'aimerais savoir, ce qui se passe, dans un autre corps de métier». Et donc, en relation avec son patron, de pouvoir, déjà avoir une protection dans le cadre de la découverte, donc de cet autre métier, sur une période très courte, donc c'est 2 jours maximum, avec une promesse de réembauche à grade équivalent après, afin aussi d'éviter, tout risque de licenciement abusif. Et il s'agit aussi de pouvoir des fois, proposer donc à chaque citoyen, chaque salarié de société, si un jour il se dit: «J'irai peut-être voir un petit peu ailleurs où ce métier convient plus», d'être dans un cadre vraiment de découverte, mais pas pour autant d'être mis, de prendre le risque d'une démission et d'un chômage, heu et donc de pouvoir garder sa place, et c'est vraiment un échange. C'est vraiment basé sur un échange, donc le cadre après des 20 salariés, par entreprise, heu, nous pensons qu'il peut, à titre exceptionnel, dépasser dans le cadre de la découverte, étant donné que c'est sur une durée très limitée. Madame Gordon, Monsieur Sigbert, vous avez beaucoup de points dans votre programme qui requièrent un avis ou l'aval d'un ministère. Je pense notamment au radar routier, le cabinet d'avocats qui a été proposé à des élections précédentes, le salaire minimum. Avez-vous au préalable vu avec eux ou pensez-vous que ce sera vraiment réalisable? Hem, tout est réalisable. Après, c'est pareil, c'est des discussions qui sont avec, pour les radars, le gouvernement et le LSPD et le BCSO. Voir si c'est réalisable, ce qu'eux en pensent. De ce que je sais, ils sont plutôt, favorables à la chose. Après, c'est tout ça, on peut pas tout faire du jour au lendemain et dire: «Maintenant, c'est comme ça». C'est des discussions, des réunions à mettre en place. Si on met pas des réunions et des discussions en place, que ce soit avec le LSPD, les entreprises ou autres, on est en dictature. Donc il faut juste discuter, mettre ça en place et voir tous les parties concernées, avant de voir si on peut l'appliquer ou pas. Monsieur Laballe, Monsieur Van der Goot, vous parlez de transparence du budget. Les budgets ne sont-ils C'est moi pas qui l'ai déjà lu. publics à ceux qui le demandent? Et du coup, comment souhaitez-vous le communiquer et l'expliquer aux citoyens? Alors effectivement, le budget est déjà public. Maintenant, moi, je peux vous dire, j'ai travaillé comme assistant du LSAS. J'ai littéralement jamais vu quelqu'un qui est venu le demander. Je vais lui donner, c'est moi qui Heu, les ai eus. pourtant, je suis certain que ça intéresserait certaines personnes et donc du coup, pardon, excusez-moi, je suis distrait. Du coup, oui, c'est ça, je suis certain qu'il y a des gens qui seraient intéressés, par le connaître et en l'occurrence, nous, la manière dont on voudrait faire déjà, je pense qu'il y a des gens qui sont même pas au courant que le budget est public
Et nous, la manière dont on voudrait faire, c'est ça, c'est communiquer dessus directement. Ce serait dans les attributions notamment du chargé de communication et il s'agirait donc, via des annonces de manière hebdomadaire, de rendre public le budget de telle sorte à ce que si demain, on décide de falsifier les comptes et d'augmenter notre salaire, bah, ça se verra. Ça se verra de manière directement dans le budget. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a personne qui vient vérifier, et je peux vous dire que ça arrive très, 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 très rarement que quelqu'un vienne vérifier, bah, on peut le faire. On peut falsifier les comptes, augmenter notre salaire et prendre de l'argent public. Moi, je trouve ça pas normal et j'estime que que ça doit être directement évité comme situation, qu'il n'y ait pas de doute sur la gestion des finances de l'État, parce que c'est l'argent des citoyens. Et cet argent des citoyens, on a un devoir de transparence qui exige qu'on aille jusque-là, à mon avis. Un autre avis. Nous allons maintenant faire une petite pause pour manger et se désaltérer. Ça va durer 10 secondes. C'est notamment pour nos caméramans qui sont en train de filmer. En attendant, je vais commencer par une question que nous avons reçue par mail et qui est adressée aux deux listes. Monsieur Laballe, Monsieur Van der Goot, vous répondrez en premier. La question est: où comptez-vous trouver des financements supplémentaires en cas de besoin d'augmentation pour les services publics? Alors, premièrement, à l'heure actuelle, comment dire? Le budget des services publics est loin d'être, négligeable. Il est pas du tout, c'est pas sur des petites sommes, donc il est déjà conséquent. Ça, c'est une chose. D'autre part, aujourd'hui, la manière dont les impôts immobiliers et l'ISF est géré fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui, ne déclarent pas leurs biens et qui ne payent pas, leurs impôts. Alors, on n'a pas dans l'idée évidemment de nommer un contrôleur des impôts, parce que je voudrais vraiment pas être à sa place de faire ça toute la journée. Ce serait franchement horrible comme job. Mais par contre, on a dans l'idée de voir, mais sans faire de promesses dans le vide, de voir quels éléments pourraient être mis en place pour faire en sorte que l'entièreté des citoyens puissent enfin, voilà, payer leurs impôts et leur ISF correctement. Je sais que c'est pas le cas aujourd'hui. C'est un point qui est améliorable. Et donc évidemment, si les services publics venaient à manquer de moyens, bah, c'est d'abord envers les personnes qui sont aujourd'hui dans l'illégalité qu'on irait se tourner pour les impôts. C'est normal. Tout le monde a à payer les mêmes impôts selon la même loi et tout le monde doit être égaux sur ces questions-là. Madame Gordon, Monsieur Sigbert, même question. Oui, alors, donc, de notre côté, on a effectivement, une étude à faire de voir combien rapportent les impôts, qui les paye et effectivement là, comme, l'autre liste, c'est quelque chose, il y a beaucoup de leviers à actionner, mais il faut étudier et utiliser, pardon, les leviers correctement. Nous, ce qu'on a rajouté dans notre programme pour faire aussi une sorte, de rentrée d'argent indirecte pour les services publics sans pour autant que tout le monde paye, c'est aussi quand on parlait des radars, et ça, c'est un point que je sais qui va peut-être fâcher des gens, de regarder s'ils sont, rentables ou pas. Parce que si les radars, qui sont une rentrée d'argent permanente, on va pas se mentir, tous les jours, il y en a qui roulent à 140 et qui se font flasher en centre-ville, c'est aussi des rentrées d'argent, directement dans les services publics. Cependant, tous ceux qui roulent à la vitesse, et pour cela, nous avons des limiteurs, ne payent pas. Et justement, c'est un moyen déjà de faire rentrer de l'argent avec des comportements qui ne sont pas responsables vis-à-vis du code de la route, par exemple, qui peuvent aussi être un levier pour alimenter donc les finances des services publics. C'est après la responsabilisation de chacun également. Est-ce qu'il y a une question de la part de quelqu'un dans l'assemblée? Il faut lever les mains. D'accord, donc on va enchaîner avec une autre question qu'on a reçue par mail et qui s'adresse encore une fois aux deux listes. Madame Gordon, Monsieur Sigbert, c'est vous qui commencerez cette fois-ci. Où vous placez-vous politiquement et que voulez-vous mettre en place concernant les groupes criminels de la ville?
Politiquement, on est là pour, on se place au niveau des citoyens. Si on est élu, on a beau être au gouvernement, on est des citoyens avant tout. Et la politique en ce qui concerne les groupes criminels, c'est justement pour renflouer les caisses, peut-être augmenter les amendes. Les conséquences de leurs actes, ils doivent les payer. Puisque quand ils enlèvent des employés d'entreprise, voilà, ça impacte sur les employés, sur le moral de la population. Et donc justement, en ça, être un peu plus sévère avec eux, qu'ils ne peuvent l'être, parce que c'est déjà pas mal sévère, mais il faut augmenter la chose. Mais sinon, nous, on est au niveau des citoyens, on est des citoyens à part entière avant vous, donc on se situe ni au-dessus ni en dessous de tout le monde. Monsieur Laballe, Monsieur Van der Goot, même question. Pour le coup, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites précédemment sur les lois et tout ce qui va sur les peines et tout ce qui s'ensuit. Nous allons continuer aussi à travailler avec le bureau du procureur pour au maximum pénaliser la criminalité en ville. C'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté. On va essayer d'être aussi le maximum diplomate pour essayer de voir aussi comme ne pas mettre en danger la population plus qu'elle ne peut déjà l'être. Et on va surtout aussi axer sur la communication, tenir au courant au maximum la population sur les choses qui peuvent d'ailleurs se passer et sur les actions qu'on a pu faire. C'est pour nous le plus important. S'il n'y a toujours pas de questions dans l'assemblée, on va poursuivre avec une question par mail qui est pour la liste de Monsieur Laballe et Monsieur Van der Goot. Concernant le bureau du procureur, vous dites garder les effectifs comme tels avec un procureur et 2 adjoints. Pensez-vous que cela est suffisant malgré l'ajout de l'enquêteur? Pour avoir travaillé au bureau du procureur, ça arrivait souvent qu'on soit au final tous les 4. Ce n'était pas forcément toujours très utile. C'est vrai que le bureau du procureur a très bien tourné à 3 sous le mandat des marshals, où on a pu travailler avec monsieur Flèche et monsieur Masson à l'époque. Ça fonctionnait déjà très bien. Là, pour le coup, nous souhaitons rajouter l'enquêteur. C'est pour aller sur des choses aussi où le bureau du procureur, j'allais dire bureau d'enquête, mais ce n'est pas ça, mais le bureau du procureur n'a pas forcément le temps, vu qu'ils sont souvent en procédure, en déplacement, et n'ont pas le temps de se focaliser sur ce genre de dossier. Je pense que les 2 peuvent très bien fonctionner ensemble. Une autre question par mail pour la liste de Madame Gordon et Monsieur Sigbert. Qu'entendez-vous par la revalorisation du salaire minimum, sachant qu'en tant que gouverneur, hormis modifier les taxes pour les entreprises privées, vous n'avez pas un spectre d'action énorme? Alors non, on n'augmenterait pas les taxes, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui doit se faire conjointement avec les patrons, parce qu'on ne peut pas dire le salaire minimum va être de temps. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes revenus, on ne peut pas mettre dans le mal une entreprise. Donc ça, ce sera discuté avec les patrons, conjointement avec eux, voir ce qu'il est possible de faire ou pas. On ne peut pas arriver et leur dire maintenant vous allez payer tout le monde au salaire minimum à $50, c'est juste irréalisable et impossible. Donc ça, c'est pareil, ça va discuter avec les patrons, voir ce qu'il leur est possible à eux de faire et faire une moyenne, si possible est, que toutes les entreprises aient le même montant sans mettre... s'il y a des entreprises beaucoup plus florissantes que d'autres, et on ne peut pas imposer à une petite entreprise moins florissante un salaire qu'on pourrait imposer à une autre. Mais c'est pareil, ça c'est des discussions avec les patrons, on ne peut pas décider, nous, au gouvernement, de tel ou tel salaire. Très bien, il n'y a plus de questions. Si, peut-être là, apparemment. Ok. Bonjour à tous d'abord. Nick Parnasse, représentant des patrons. J'ai une question un peu technique sur la chose parce que j'ai un peu du mal à comprendre ce principe de salaire minimum. À l'heure actuelle, le salaire minimum, c'est le salaire du chômage, on est d'accord, de 33 $. Maintenant, concrètement, je pense pas qu'il y ait une entreprise qui paye ses employés à ce salaire-là, ou alors sincèrement c'est des trucs du cul. Donc, sur cette base-là, j'arrive pas à comprendre le principe de revalorisation de ce salaire, vu que les seules personnes qui sont payées à ce prix-là, à peu près, c'est les patrons.
Je pense pas qu'il y ait un salaire en ville qui soit en dessous de 75 $, voire 100 $. Donc, sur quoi on se base? À quoi ça sert? Et au final, vous allez faire quoi? Vous allez relever le salaire du chômage, donc payer plus cher les criminels? C'est ça le principe? Non, non, c'est surtout pour garantir, hein. C'est pas, même si on le revalorise pas, surtout pour garantir qu'il n'y ait pas un patron un jour qui décide de payer ses employés au tarif de Pôle emploi, quoi, voyez-vous. Après, là, jusque-là, moi, je sais que les gens à qui on a parlé, ils sont payés plus que ce niveau-là, mais c'est juste pour une sécurité. C'est juste ça. Et puis, je pense que les criminels, ils n'ont pas besoin d'un salaire plus important pour faire ce qu'ils ont à faire, hein, sincèrement. Ils brassent beaucoup plus d'argent que nous. Très bien. Nous allons faire une petite pause avant de passer à la dernière partie du débat pour pouvoir une nouvelle fois se nourrir et se désaltérer. Nous allons maintenant proposer du coup à chaque liste de poser une ou deux questions à la liste adverse. Pour la parole, Moi, je veux bien déjà poser la première question, si s'ils n'en ont pas. Madame Gordon, Monsieur Sigbert, vous parlez de mettre en avant, dans votre programme, vous parlez de mettre en avant les entreprises et auto-entreprises de Lille. Pourtant, à notre connaissance, vous n'avez pas fait appel au Weasel News ou à une auto-entreprise de graphisme afin de vous assister dans l'écriture de votre programme. Pensez-vous pas que faire appel à eux aurait pu vous être bénéfique? Alors, effectivement, et je vous cache pas, les premiers retours, ça a été: «À votre programme, on dirait des photos de vacances». Alors, il s'agit en fait des prises de vue de l'île, parce que pour moi, la politique ne se limite déjà pas qu'à l'amas de béton, de roches, voilà, qu'il y a, en surface. L'île aussi, c'est la nature. Alors oui, effectivement, on aurait pu aussi faire appel à des graphistes, mais on a été aussi, pris par le temps. On a préféré garder ce temps plus pour la réflexion et mettre que des propositions courtes pour pouvoir en débattre après et ne pas oublier qu'une île, ce n'est pas que l'île, ce n'est pas que la ville. Parce qu'on faut pas oublier qu'il y a le nord, les entreprises aussi qui sont excentrées. On a des magnifiques, montagnes aussi et voilà. Alors c'était ju je conçois que politiquement, ça n'a peut-être aucun intérêt. Mais après de se rappeler que le LSAS et le gouvernement, ce n'est pas juste ce bâtiment, c'est également toute l'île. Donc voilà, on pensera, à peut-être aussi, se doter, de nouvelles capacités en tant que graphiste, la prochaine fois que je dois faire quelque chose. Je vous cache pas, c'est comme ça. Voilà. On préférait rester plus simple, et plancher sur nos propositions, et par manque de temps, on n'a pas pu, ouais et on n'aurait pas oui, voilà, on n'aurait pas non plus, demandé au Weasel News de nous aider à faire le programme parce que ça doit être, neutre et donc aucune, voilà, aucune implication quelconque d'une société, c'est notre travail. Donc voilà, il est peut-être ce qu'il est, aux yeux de beaucoup, mais voilà, ça en reste là. J'espère avoir répondu à votre question. Si Madame Gordon, Monsieur Guibert, vous avez une question, allez-y. Et si vous avez une deuxième question pour la liste là-bas, les Van der Gout, vous pouvez poser votre deuxième question. Moi, je vais me permettre de prendre la parole. Je ne sais pas si vous avez une question. Monsieur Sigbert, à notre connaissance, Mademoiselle Gordon a été gérante de la société de Los Santos Taxi. Avant d'être remerciée de ce poste, les taxis traversent depuis sa gestion notamment une période difficile. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle sera à la hauteur du poste de gouverneur si la gestion d'une entreprise a été difficile pour elle?
je réponds? Excusez-moi. Donc alors étant arrivé effectivement au taxi, lorsque madame Gordon était gérante, qu'est-ce qui fait croire donc qu'elle serait capable d'être, au poste de gouverneur? Bah, déjà tout simplement, moi je suis arrivé il n'y a qu'un mois et demi. Elle a une connaissance beaucoup plus importante de l'île. Moi j'ai une vision que très fraîche et récente. Donc, moi, je n'avais pas à me plaindre de voilà, de la gestion, telle qu'elle était. Après, c'est les évolutions, de la société et qui sont internes à cette société. Si jamais vous voulez avoir les infos, il faut se renseigner auprès de nos patrons. Voilà. Très bien, merci de votre réponse. Très bien. Nous vous proposons maintenant, à chaque liste, de conclure ce débat de la manière dont il le souhaite. Je laisse la parole, madame Gordon, monsieur Si. Alors, on peut également juste réaborder un petit point, c'est ça sur la conclusion que vous m'avez, dit tout à l'heure? Tout à fait. OK. Je voudrais juste revenir, suite donc au retour aux réunions, que nous avons eues. Nous avons un point au niveau des services publics. Alors moi, je vais toucher beaucoup plus les EMS pour le coup. Hem, il y a un petit souci, sur les hospitalisations lourdes et les sorties d'hospitalisation lourde où on se retrouve avec des patients qui ne sont peut-être pas heu en état donc de reprendre le volant, ou de faire, ce qu'ils veulent après la sortie. Les médecins ne disposent pas d'assez de droits pour contraindre les patients, à devoir rester ou se faire raccompagner soit par un service, propre, au service public ou autre. Ça pour moi c'est important, de pouvoir donner les moyens des EMS que jusqu'à aujourd'hui, n'importe quel patient qui dit: «Non, non, je vais très bien, je m'en vais», s'il a eu une intervention lourde au cerveau qui est sous anesthésie, rien ne nous garantit qu'il sera, pas en train de faire un AVP, au carrefour du coin. Donc donner plus de pouvoir dans ce cadre-là et essayer de regarder ce qu'on peut faire pour que vraiment les médecins puissent avoir, une prise de décision et juger si la personne est apte à sortir. Et de nos remontées qu'on a eues sur le terrain, un accompagnement psychologique beaucoup plus important, parce que vous n'êtes pas sans savoir que récemment, les prises, d'otages augmentent aux supérettes, entre autres, et plusieurs personnes nous ont remonté le fait que le service psychologique, n'est pas suffisant actuellement pour, les salariés des entreprises, donc on pense à Rhône Petroleum, entre autres, les brasseurs, le Weasel News et cetera, le Beniz aussi qui peuvent se faire, prendre à partie sur des braquages de supérettes. Donc aussi, c'est de pouvoir prévoir aux EMS un service d'accompagnement psychologique post-traumatique aux salariés des entreprises, mais également, aussi, le cas échéant, de voir s'ils disposent d'assez de moyens pour, personnels en termes de suivi psychologique. Et j'ajouterais aussi que, nous avons, à l'étude de voir ce qui en est des interventions maritimes des EMS, ne disposant pas de bateau en cas de problème. Voilà. Monsieur Laballe, monsieur Van der Gout, Oui. c'est à vous. Bah, déjà, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez plus ample détail, vous pourrez retrouver tout sur notre programme. On reste aussi à votre disposition si vous avez des questions. On vous convie également à une soirée de rencontre électorale demain soir au Black Hat à 21h. Et merci à tous et bonne soirée. Merci aux candidats d'avoir accepté ce débat dans le cadre de la campagne électorale. Vous pourrez retrouver la retransmission en intégralité de cette soirée sur le site internet du Weasel News avant l'ouverture des bureaux de vote. Bonne soirée à toutes et à tous.
Je rajoute un petit mot pour remercier le Weasel News d'avoir organisé cette soirée et pour toutes les personnes du Weasel News qui travaillent là ce soir et les forces de l'ordre également. Merci beaucoup et merci pour les forces de l'ordre. Bonne soirée à tous.